Donc, je suis effectivement un local, comme on dit, hein. Je suis formateur à l'INSPE à Strasbourg et puis je fais aussi un certain nombre de recherches depuis quelques années sur l'identité professionnelle des enseignants novices, notamment dans le premier degré, et sur les dynamiques d'accrochage et décrochage professionnel. Voilà, mais je vais réorienter mon propos aujourd'hui pour bien sûr discuter de cette émancipation professionnelle des jeunes enseignants, pour vous permettre de suivre un peu plus facilement la communication. L'organisation sera la suivante. Je commencerai par le contexte scientifique et professionnel dans lequel s'inscrit cette étude. Je préciserai ensuite ma problématique, l'approche théorique retenue et qui a conduit la recherche. Et puis, je ferai une petite entorse à la présentation ordinaire des communications scientifiques, puisque j'essaierai d'articuler les résultats et quelques éléments de discussion. Alors, pour débuter par le contexte... On ne voit pas le diaporama défiler. D'accord. Alors, je fais une pause dans ma présentation, mais j'arrête le chronomètre aussi. Je suis désolée. Je te laisse la place. Je comprends pas. Sinon, on fait un partage, plutôt que de partager le PowerPoint, le fichier PowerPoint, on partage l'écran. Tu peux le défiler comme ça? C'est gênant pour toi ou pas? Non, sauf qu'il y a des animations qui vont sauter, mais tant pis. C'est pas très grave. Ouais, non, mais si ça passe Là, on a mieux. la bonne diapositive. Allez. Alors, si on peut partir comme ça ira. Bon. Donc, un rapide rappel pour vous dire qu'en France, devenir enseignant, c'est obtenir un master et réussir un concours, ce qui permet d'obtenir une reconnaissance, mais qui est vraiment une reconnaissance institutionnelle, et on se rend compte, ou en tout cas les jeunes enseignants se rendent compte que ce n'est pas parce qu'ils obtiennent ce master et qu'ils réussissent le concours qu'ils sont véritablement enseignants, et le parcours est encore parsemé d'embûches et d'obstacles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a encore une année de formation en alternance en France, avec un certain nombre de visites de tuteurs, voilà, des tuteurs enseignants, des tuteurs du centre de formation, des inspecteurs. Alors, ce parcours n'est pas linéaire, il est parsemé d'embûches. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments de la littérature qui expliquent les problématiques rencontrées par ces jeunes enseignants. Le métier se transforme, les horaires évoluent, les missions des enseignants se transforment, leur rapport aux parents, au numérique, aux élèves. Les charges de travail sont de plus en plus lourdes, les classes sont de plus en plus difficiles. Voilà. Par ailleurs, les prescriptions évoluent, les programmes ne cessent d'évoluer. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui sont testés en France, puis abandonnés, puis remplacés par d'autres dispositifs. On les a appelés Maître Plus, on les appelle aujourd'hui CP à 12 élèves. Cette année, le dispositif d'activité physique quotidienne est apparu et demande aux enseignants dans leur classe de faire 30 minutes d'activité quotidienne avec les élèves. Le métier apparaît aussi plus exigeant qu'imaginé, c'est-à-dire que quand les élèves passent de l'autre côté du tableau, ils se rendent compte que finalement, être enseignant, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé. Et tous ces éléments expliquent aussi le choc de l'entrée dans le métier, qui est décrit par Lortie depuis 1975, c'est pas tout récent, mais il est toujours réel, ce choc de l'entrée dans le métier. Et d'ailleurs, dans l'Académie de Strasbourg, les majors au concours en 2017 et 2018 ont abandonné lors de leur première année de formation réelle. Voilà, donc ça interpelle, ça me questionne, et c'est aussi la raison pour laquelle je m'intéresse à ces questions d'entrée dans le métier. Alors, on constate aussi une insatisfaction au travail, quelque chose qui touche au burn-out, une entrée dans le métier qui est épuisante, et une forte augmentation, une forte progression du décrochage professionnel dans le premier degré en 4 ans, entre 2012 et 2016. Les démissions ont triplé. Voilà. Et quand on regarde un petit peu ce contexte, ce panorama, on se dit, mais quelle bonne idée d'avoir organisé un colloque sur l'émancipation, l'institution et l'évaluation, et on va enfin pouvoir parler un petit peu de ces questions. Et plus précisément encore, la question que je vais développer dans les prochaines minutes, c'est la question du tutorat, et en tant que tuteur, finalement, comment favoriser l'émancipation professionnelle de ces jeunes enseignants. Et Diane ne défile plus derrière toi. En fait, elle défile au milieu et plus derrière. Je ne sais pas quoi faire. Là, ça dépasse mes compétences techniques. Donc là, vous avez raté
Juste ceux qui Mais sont c'était présents trop Ouais, clair. à je sais bien, distance, mais- c'est bon. Et... Reprendre le diaporama, je sais pas. Arrête le partage, peut-être. Ouais, Oui, peut-être. c'est ce que je vais faire. On va faire ça. Bon, désolé, ça cafouille encore, mais on essaye de s'en sortir. Alors, si je vais là, je reviens ici, je fais un partage d'écran, je ne le fais pas là-dessus, je le fais sur l'écran. Non, dans la vie, Je le fais. dans la visio, là, l'écran 1. Non, je le fais sur l'écran 2. Ça va fonctionner, je pense. Attends. Et maintenant, je retourne ici. Il faudrait juste qu'il veuille bien. Pourquoi est-ce qu'il est buggé comme ça, hein? Je te vois. Oui. Je voudrais avoir le bureau qui apparaît quelque part, mais comme je ne suis pas sur mon ordi, en plus, je perds en agilité. J'ai 50 fenêtres ouvertes. Là, Pousse Liliane. je vais pousser Liliane qui est juste sur devant les boutons auxquels je voudrais bien accéder. Voilà. OK. Je relance PowerPoint. Mais nous, on voit pas ça. On voit ta Oui, vous voyez, c'est moi que vous voyez. Oui, parce que t'es pas en... Attends. Qu'est-ce que vous voyez à distance? Attends, je fais du sens. Ah, toi, oui, Tu vois pardon. ta tête. Ça, tu vois ma tête toujours. Voir votre tête, la même chose. Hein. Quel enfer. Vas-y, retourne sur Zoom. Je retourne sur Zoom. Sur Olga. Sur Olga, cette fois-ci. Ah, non. Clique sur Olga. Vers la flèche, voilà. Repartage. Et cet écran-là, Ça promet pour la présidence à distance, Dorothée? Qu'est-ce que tu dis? la présidence à distance. Je, dans l'écran. demain, je préside à distance. Bon, mais écoute, je te souhaite déjà beaucoup de courage. On voit le premier bon dispositif, le premier diapo, on le voit. On est pas mal? Pour voir si les deux changent. Oui, mais alors attends, parce qu'on n'est pas en mode diaporama ici. Hein. Ouais, mais C'est pas grave, on le voit quand même. tu peux rester comme ça. Il faut juste changer le diapositive. Voilà. C'est bon. On est bon. Ça On va est Pas bon. l'idéal, Ça mais défile c'est ici, mieux. ça défile. Voilà, Ça défile des deux côtés. Ouhou. Allez, avec la flèche, Philippe. Il reste 2 minutes. Je propose d'aller à l'apéro directement. Alors. Désolée. Alors, qu'est-ce que j'avais voilà, j'en étais arrivé à peu près voilà, au cœur du sujet, là, favoriser l'émancipation professionnelle des enseignants novices. Et peut-être quand même pour vous permettre de comprendre d'où est-ce que je parle, hein, quelques mots sur mon cadre théorique. Alors, moi, je m'intéresse à l'activité de l'enseignant, et quand on s'intéresse à l'activité de l'enseignant, je définis cette activité en m'appuyant sur les travaux de Leontief, hein, donc une structure à 3 étages avec des buts, des motifs qui sont les préoccupations finalement de l'enseignant et les opérations qui sont ses manières de faire. Voilà, c'est cette identité professionnelle aussi dont je parlais tout à l'heure, c'est un objet complexe, et donc j'ai construit un cadre théorique complexe aussi à 3 têtes, avec la clinique de l'activité qui s'appuie sur les travaux de Leontief pour définir l'activité et qui m'intéresse parce que il y a aussi ces concepts de genre et de style. Donc le genre, toutes ces règles impersonnelles qui définissent le métier, et le style, l'affranchissement du genre professionnel. L'ergonomie qui comprend l'activité comme étant tenue entre des contraintes et des prescriptions. Et puis la psychodynamique du travail,
parce qu'elle définit le concept de reconnaissance, et ce concept de reconnaissance doit avoir une importance certaine quand on parle d'identité professionnelle. Voilà, donc j'ai rattaché aussi ce propos à l'émancipation professionnelle, qui pour moi passe par justement le façonnage d'une identité professionnelle. Et pour la définir totalement, hein, cette identité professionnelle, je considère que c'est un processus de renormalisation des prescriptions et qui conduit à une activité reconnue. Voilà. Je vais prendre le temps, là, tout à l'heure, hein, dans quelques instants, de revenir sur ce processus de renormalisation des prescriptions. Sur la méthodologie, donc c'est une méthodologie qualitative. Là, je présente les travaux qui sont appuyés sur 12 personnes. Je vais dans les classes, je vais filmer les enseignants dans les classes. Ces images ne sont pas analysées en tant que telles, mais elles permettent de conduire des entretiens qu'on appelle les entretiens d'auto-confrontation et qui, eux, sont retranscrits verbatim, donc mot pour mot, et qui ensuite sont codés. Voilà. J'aborde à présent la partie des résultats et je vais présenter 4 bascules identitaires qui sont des étapes types finalement qu'on retrouve chez tous les jeunes enseignants et qui permettent de passer. Alors, normalement, il y a une petite animation. La bascule identitaire, c'est vraiment l'image du jeu d'enfant. C'est-à-dire qu'on a 2 enfants qui sont assis sur une bascule. C'est quelque chose qui est d'un équilibre fragile, qui est assez instable et qui me renvoie à tout moment, ou bien plutôt du côté de l'enseignant sur la droite de votre écran, ou bien plutôt du côté de l'étudiant sur la gauche de votre écran. Voilà. Alors la première bascule que je développe, c'est la bascule de la responsabilité assumée des événements de la classe. Et il y a un certain nombre de jeunes enseignants qui se déresponsabilisent de leur mission. Voilà, je vais illustrer cette déresponsabilisation. D'abord avec un exemple en maternelle où Louis confond l'enseignant avec une ATSEM. Une ATSEM, c'est un agent territorial spécialiste des écoles maternelles, des agents qui sont là pour, on va dire, seconder l'enseignant, aider l'enseignant, et notamment apprendre les tâches d'hygiène et de vie collective aux enfants. Première journée de stage, on est avec des élèves qui ont 3 et 4 ans, 21 élèves. Ça fait à peu près une petite heure que l'enseignant est en classe. Il a regroupé, rassemblé ses élèves et il présente les ateliers aux élèves. Et il dit maintenant, on va écouter Christiane. Donc Christiane, c'est justement cet agent territorial. Christiane composait les groupes. Voilà, donc il confie la tâche de composer les groupes à Christiane. Christiane est sur la gauche de l'image. Ici, elle est expérimentée, elle est un peu plus âgée que ce jeune enseignant. Et puis, elle compose des groupes. Donc, elle appelle les élèves les uns après les autres pour qu'ils rejoignent leur table. Puis, notre jeune enseignant, qu'on voit de dos ici, il reprend 2 élèves qui se sont levés un petit peu vite et il leur dit « Non, Youssouf, Berienne, restez assis. La maîtresse ne vous a pas appelé. » Donc, il appelle l'ATSEM maîtresse. À ce moment-là, il détourne le regard des élèves et puis, par la suite, au cours de l'entretien de toute confrontation, il va me dire « Non, mais là, j'ai vraiment fait une grosse bêtise. Je prie pour que les élèves n'aient pas relevé le lapsus, qu'il appelle un lapsus. S'ils ont entendu, je vais avoir du mal à me faire passer pour un maître. » Voilà. Donc, on peut se questionner, bien sûr, sur pourquoi il a confié le fait de constituer les groupes à l'ATSEM, pourquoi il ne l'a pas fait lui-même, finalement. Voilà. Autre exemple typique, première séance de natation dans le premier degré auprès des enseignants polyvalents. Et puis, ce sont des enseignants qui ne sont pas toujours spécialistes de l'activité natation. Ici, Tom nous dit « Moi, je n'ai jamais fait de piscine, je n'étais jamais à la piscine. Ça me rassurait que le maître nageur donne des consignes et fasse les groupes. C'est quand même lui le professionnel, ajoute-t-il. » Voilà. On peut se demander qui est le professionnel quand même dans cette situation. Et puis, de l'autre côté de la bascule, on a des jeunes enseignants qui assument pleinement leurs responsabilités, qui s'attribuent la responsabilité de ce qui se passe en classe. Je vais prendre l'exemple de Tony, qui a un parcours STAPS. Donc, il a fait des études en sport, en éducation physique et sportive. Il m'invite à voir une séance en EPS dans le gymnase, et la séance ne correspond pas du tout à ce qu'il avait imaginé. Voilà, il a du mal à tenir les élèves agissent peu en fonction des consignes de l'enseignant. Bon, la séance se termine, il raccompagne les élèves à 16 h, il les confie aux parents, il remonte dans la salle de classe, et là, il vient me voir directement, et face à la caméra, assez énervé, assez remonté quand même, c'est du verbatim, excusez-moi, il me dit « Mais je me suis vraiment amusé à faire l'occupationnel à la con, quel bordel !» Il me dit « C'était pas de l'EPS, c'était autre chose, je vous laisse découvrir. Punaise, je suis énervé à un point là, mais pas après eux. » Il dit « Mais après moi. »
je suis frustré, la séance a foiré complètement. Et finalement, il s'attribue pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé dans le gymnase, contrairement à d'autres enseignants qui pourraient dire à ce moment-là, non mais ça c'était des élèves, de toute façon ils sont intenables, ils sont mal assis, ils n'écoutent rien, ça ne sert à rien de continuer. Voilà. Le discours n'est pas du tout le même à ce moment-là. Donc cette première bascule-là que j'ai développée, de la prise de responsabilité, elle tient vraiment à la perception du lien entre les actions de l'enseignant et les effets des actions de l'enseignant sur les actions des élèves. Voilà. J'aborde un point de discussion là, et je me dis, finalement, en tant que tuteur, quand on va voir ces jeunes enseignants dans leur classe, c'est assez simple. Il suffirait d'encourager la prise de responsabilité. Alors en réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on a des jeunes enseignants qui s'attribuent beaucoup de responsabilités et qui parfois s'en attribuent trop. Voilà. Gestion de conflit entre élèves. Un élève qui est devant une fenêtre et qui dit « mais de toute façon, moi, je vais sauter par la fenêtre ». Ce sont des situations qui ont été rapportées aussi par les jeunes enseignants. Alors, évidemment, ces responsabilités-là n'incombent pas toutes à l'enseignant, au jeune enseignant. Voilà. Et donc, l'activité du tuteur, elle est complexe là, parce que si on attribue trop de responsabilités au jeune enseignant, eh ben, la bascule va casser et il ne pourra plus finalement être enseignant. Donc, j'oriente un petit peu plus peut-être vers l'importance du travail en équipe, l'importance de faire découvrir ce qu'on appelle les équipes éducatives, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui peuvent agir avec l'élève, psychologues, assistants sociaux, chefs d'établissement bien sûr, et qui sont aussi là pour soutenir l'enseignant dans sa classe. Alors, en tout cas, ce qui me paraît important ici, c'est surtout de rompre avec un sentiment de solitude qui est exprimé assez régulièrement par ces jeunes enseignants. Deuxième bascule que je vais développer, donc mettre à l'épreuve les opérations des autres. Finalement, tous ces jeunes enseignants, ils expriment le même besoin, un besoin d'opération, un besoin de gestes professionnels pour faire la classe et pour tenir la classe. Voilà. Et ils se rendent compte que ces gestes professionnels, ils sont difficiles à trouver. Et donc, ils sont tout à fait satisfaits quand ils arrivent à observer les gestes professionnels d'autrui et à les reprendre à l'identique dans leur propre contexte d'enseignement. C'est vraiment l'image du papier calque, finalement. Donc, je me calque sur ce qui est déjà en place, sur ce que la titulaire a mis en place. Bon, ça marche certainement. Voilà. Le problème, c'est qu'à reproduire les manières de faire et les gestes professionnels d'autrui dans des contextes différents, on se rend compte que ces gestes professionnels sont inopérants. Ils ne fonctionnent pas. Ils ne donnent pas satisfaction aux enseignants novices. Là. Et donc, là aussi, la bascule va rester du côté gauche si l'enseignant ne trouve pas d'autres manières de faire. Alors, progressivement, quand même, ces jeunes enseignants s'affranchissent des conseils et font leurs propres tentatives. Et puis, on a un fonctionnement un peu par tâtonnement, par essai-erreur, c'est-à-dire que si ces tentatives donnent satisfaction, elles vont être conservées. Si elles ne donnent pas satisfaction, elles vont être invalidées et abandonnées. Ici, un élément de discussion, ou plutôt deux éléments de discussion. D'abord, sur l'organisation des stages. On est souvent en train de travailler nos maquettes de formation et on se demande s'il vaut mieux privilégier des stages massés ou des stages filés. Bon, je crois que les deux stages sont intéressants. Le stage filé, donc, qui est reproduit toute l'année, permet de rester dans un même contexte d'enseignement et de trouver finalement une forme de confort et d'habitude de travail. Voilà. Mais en même temps, le fait de changer de contexte d'enseignement va ouvrir à des publics différents, des collègues différents, des ambiances de travail différentes et va certainement favoriser aussi cette mise à l'épreuve des opérations. Du côté du tuteur, difficulté entre faut-il prescrire des manières de faire qui seront sûrement adaptées à un contexte, ou faut-il plutôt faire construire des manières de faire dans un contexte spécifique. Et puis, vous comprendrez bien que là derrière se cache aussi une notion temporelle, parce que quand on est tuteur, on n'a pas toujours le temps de faire construire ce qu'on aimerait bien faire un peu plus souvent. Troisième bascule identitaire, la bascule de la renormalisation des prescriptions. Ces prescriptions, elles sont multiples. À titre d'exemple, les textes qui organisent ou qui réglementent la lutte contre le décrochage scolaire sont au nombre de 22. Actuellement, enfin il y a quelques mois, il y avait 22 textes en France qui réglementaient juste le décrochage scolaire. Et donc, quand on est jeune enseignant, on essaie de suivre à la lettre cette prescription
tous ces textes, mais on se rend vite compte que ce n'est pas possible et que parfois certains textes sont même en concurrence. Bon, alors d'un côté de la bascule, du côté gauche, là, la renormalisation est forcée. Forcée, c'est quoi? C'est là, le cycle 3, j'ai mes programmes. Hein. Je dois absolument faire ça dans ma journée, donc je n'ai pas le temps d'écouter les élèves. Et on a des jeunes enseignants qui restent très accrochés à leur fiche de préparation qu'ils ont mis des heures à concevoir, mais une impossibilité aussi de s'en affranchir et d'écouter un petit peu plus les élèves. La renormalisation par procuration, qu'est-ce que j'entends par là, hein? Tom est avec des élèves de maternelle. Lors d'un regroupement, il entend 2 élèves qui parlent en turc, leur langue maternelle. Et finalement, lui-même ne sait pas s'il doit les laisser parler en turc ou s'il doit intervenir pour qu'ils parlent en français. Alors, il va voir la TSEM qui lui dit « Non, mais ils doivent parler en français, on est en France, là. » Bon, la réponse ne lui convient pas. Il va voir ses formateurs à l'université qui lui disent « Non, mais tu sais, si les élèves parlent bien leur langue maternelle, ces élèves parleront encore mieux le français par la suite. » Voilà. Et ça, c'est un argument qui le convainc. Et donc, cette renormalisation, il va justement la faire en fonction de cet argument. Il va dire, je vais les laisser parler en turc, même si les programmes ne me disent pas ça, hein, mais je m'appuie sur cet argument que j'ai entendu à la fac. Voilà. Et puis, de l'autre côté de la bascule, hein, il y a ce que j'ai appelé une renormalisation anticipée, c'est-à-dire des jeunes enseignants qui sont déjà capables de prendre un peu de recul avec les textes officiels. Ici, Tony nous dit « J'ai repris des choses, je suis allé un petit peu moins vite que prévu pour avoir une base plus solide, pour éviter d'avoir 3 petits restes à la fin de l'année, quitte à repousser un peu tout le reste. » Voilà. Et on a un enseignant qui assumera en fin d'année de dire « Bon, je n'ai pas fini le programme, mais au moins, il y a eu des apprentissages. » Voilà, donc la renormalisation des prescriptions, hein, c'est ça, c'est faire sien finalement les programmes, les textes officiels. Et quand on s'en éloigne progressivement, quand on s'autorise à ces écarts, le terme d'écart, hein, vous l'avez déjà entendu en début d'après-midi, eh bien, ça permet de gagner des espaces de liberté et donc ça permet justement de façonner son identité professionnelle. Un élément de discussion, là, parce que du côté du tuteur, hein, on est sûrement bien mal à l'aise. Je suis aussi tuteur parfois. Je dois à la fois faire appliquer la prescription, c'est mon rôle. Voilà, un enseignant est un fonctionnaire de l'État. Et si je veux contribuer au façonnage identitaire, je dois aussi autoriser à s'éloigner de la prescription, finalement à transgresser cette prescription. Voilà, cet équilibre est très difficile à trouver, je trouve. On est bien entre le genre, faire découvrir le genre et puis en même temps permettre à ce jeune enseignant de construire son style. Voilà, et puis dernière bascule, la bascule de la reconnaissance. Donc passer d'une reconnaissance d'étudiant à une reconnaissance d'enseignant. Alors, quelques circonstances dans lesquelles les enseignants se considèrent ou sont considérés comme des étudiants. Hein. Voilà, un directeur ou un chef d'établissement qui rentre dans une salle de classe et qui dit « Il y a trop de bruit ici, faites moins de bruit », alors que l'enseignant novice était dans la classe et n'avait pas constaté qu'il y avait tout ce chahut. Voilà. Ici, un mot d'un parent qui dit « Non, mais suite à la punition collective, là, c'est Sophie, jeune enseignante, qui dit ça, hein, je me suis fait incendier par une maman qui me dit « Non, mon fils ne fera pas cette punition. Si vous voulez écœurer les enfants d'école, eh bien, c'est réussi. » Voilà, on voit bien là qu'il y a une absence de reconnaissance de l'enseignant ici par un parent. L'année évolue et puis il y a des signes de reconnaissance donnés qui permettent de se considérer comme enseignant. La première fiche de paye, les premières démarches administratives, quelques cadeaux de Noël dans le premier degré avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Tiens, finalement, je suis enseignant. Et puis, la reconnaissance la plus marquée est une reconnaissance gagnée. Voilà. Gagnée parce qu'on voit les progrès des élèves. Parce que la classe était considérée comme une classe difficile. Et puis, tiens, je considère que ça va un peu mieux ma gestion de classe maintenant. Les élèves étaient considérés comme des élèves en difficulté. Ça y est, ils commencent à apprendre des choses. Voilà finalement les signes de reconnaissance gagnés qui sont les plus importants pour ces jeunes enseignants. Et je pose ici la question de l'évaluation du tuteur. Hein. Qu'est-ce que reconnaître le travail de l'enseignant et comment faire pour permettre à ce jeune enseignant de reconnaître son propre travail à travers la reconnaissance, hein, si je reprends les éléments de Christophe Desjours, à travers des jugements d'utilité, à travers des jugements de beauté, mais aussi à travers des jugements d'originalité, ce qui fait le style de l'enseignant. Voilà, 30 secondes pour conclure. Hein. Donc,
4 étapes types que j'ai présentées, mais en même temps une absence de scénario type, c'est-à-dire que ces étapes types, tous les jeunes enseignants les rencontrent, mais à des rythmes différents tout au long de l'année. Et puis, une question que je pose, hein, j'aime bien dire que l'enseignant est un funambule, parce que c'est vrai qu'il est toujours à marcher sur un fil tant il se passe de choses. 5 minutes. Ça tombe bien. Et on ferme. Allez. Merci. Il nous met dehors, monsieur. Monsieur nous met dehors et j'ai compris pour l'apéro. D'accord. Alors, à distance, excusez-nous, moi, enfin, voilà, vous avez la question, c'est le tuteur se funambule. Alors, on a un petit souci en présentiel là, puisque le bâtiment va fermer apparemment, et je crois qu'il me reste 3 minutes. Il nous reste à tous 3 minutes pour sortir. Voilà, il va falloir qu'on trouve une solution là, qu'on va certainement trouver. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette fin un peu rapide de la communication. Je vais quitter mon poste, je vais essayer d'aller voir. Je vais peut-être fermer moi-même. Enfin, ouais. D'accord. Vraiment.